Madame, monsieur, bonjour. M'appelle Heiko Weckmann, je suis sociologue et donc je travaille en coopération avec Blaues Haus. Et bon, c'est vrai que on en a bien parlé justement. La déportation, c'est pas simplement donc le fait inhumain de transporter des personnes contre leur gré, mais c'est aussi le fait de les déposséder de tous leurs biens. Nous avons donc des travaux qui sont à ce sujet dans différents domaines. Alors, il faut voir aussi quel est le rôle de la SS et le rôle de la Gestapo pour cette déportation de 1940. Et bon, je vais essayer de rester bref, mais présenter un certain nombre d'éléments de base sur les travaux que j'ai menés. Bon, premièrement, première question. Qui a décidé tout cela? Qui a organisé tout cela? Bon, il faut bien vous dire que, en fait, un grand nombre de services de la Gestapo et de la SS étaient impliqués. Et tout a commencé auprès donc, de l'équipe de M. Heinrich Himmler, malheureusement connu, donc responsable de la SS au niveau national. Et ça descend donc jusqu'à Heydrich, jusqu'à Eichmann et compagnie. Donc l'objectif était donc de donner un ordre le 22 octobre à 6h du matin à la Gestapo Karlsruhe Neustadt Saarbrück d'arrêter des familles juives. Bon, ça c'est malheureusement connu. Alors un point qui est un peu moins connu, c'est un niveau intermédiaire, c'était la direction régionale de la SS au niveau donc de la région 5, c'est le général des corps d'armée Kurt Kaul, qui est général des corps d'armée donc de la police et de SS, et qui donc transmet cet ordre. Et nous avons au niveau de Strasbourg M. Gustav Adolf Scheel, qui est général SS. Et c'est lui qui avait donc les manettes pour la commande des SS. Donc l'ordre n'est pas venu directement de Berlin, il a été transféré par Stuttgart et Karlsruhe. Et concernant la région de Bade, l'organisation de cette déportation a été faite par la Gestapo avec donc le colonel Alexandre Landgraf de la SS. Un point qui est important à retenir quand on parle de cet événement. La question c'est, est-ce que le gestapiste X ou Y a participé à cette déportation, oui ou non? Non, la question en fait est inverse. En fait, qu'est-ce qui aurait pu empêcher le gestapiste de base de participer à cette opération? Parce qu'il s'agit d'une opération qui demande malheureusement énormément de personnel. Donc vous pouvez partir du principe que teilgenommen, sogar Verwaltungsangestellte oder Verwaltungsbeamte der Leitstelle. Die Gestapo wurde unterstützt. Auf verschiedenen Säulen, wenn man so will, stand sie mit ihrer Aktion. Da war zum einen der Erlass des Ministers des Innern, Karl Pflaumer, an die Polizeidirektionen, Präsidien und an die Landräte als Kreispolizeibehörden. Denen waren wiederum Kripo, Schutzpolizei, Gendarmerie und Polizeireserve 2 unterstellt. Die wurden de la circulation, la gendarmerie et les policiers réservistes. Donc on a fait venir vraiment tout le monde, en quelque sorte. Et il faut bien savoir qu'un autre aspect qui était peu connu jusqu'à présent, c'est qu'il y avait également un support par des unités stationnées en Alsace, en particulier les bataillons 53 et 74 de la police avec des véhicules et également des personnels. Regardez sur Kippenheim, le camion avec une plaque de Bade-Württemberg, ok, mais parce que ce camion se trouvait stationné en Württemberg et était conduit par des policiers et que des bataillons de police de Bade-Württemberg se trouvaient également stationnés à Strasbourg, en Alsace. Et donc, ces véhicules avaient été transférés pour cette opération à Kippenheim. Ensuite, on ne sait pas très exactement quel était le rôle exact de la SS, de la Waffen-SS, du ST et du Einsatzkommando 3 d'Alsace, qui était
s'être né à Strasbourg et Cela, on ne sait pas exactement. Alors ensuite, comment ça s'est passé concrètement? Nous avons ici des fameux, donc tous ces officiers de police judiciaire, ça peut être de la Gestapo et de la police judiciaire, qui se mettent donc en route avec des patrouilles de gendarmerie et des policiers en uniforme pour donc arrêter ces familles juives et les transporter dans des camions. La base de départ est bien entendu un registre des familles qui est basé sur le fichier des Juifs de 1935 de la Gestapo. Alors, mise en place de points de regroupement de ces familles et de ces malheureux. Ces points de regroupement se font dans des gymnases, dans des écoles, dans des restaurants, dans des pièces de la mairie. Donc, on a pris dans toutes les pièces disponibles et là encore, il fallait avoir du personnel pour surveiller ces malheureuses familles. Alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir qui a commis ces crimes à l'époque, ça fait des années que je travaille là-dessus sur les membres de la SS, sur les membres de la Gestapo dans le bas du Sud. Et la question qui se pose ici pour le Blaues Haus, c'était de regarder aussi dans d'autres domaines, c'est-à-dire aussi de voir comment ça se passe au niveau des témoins de l'époque. Nous avons pu regarder un peu ce qui se passait à l'époque. Les témoins de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont dit, qui était donc la personne qui est venue m'enlever et me transporter. Alors, dans de nombreux témoignages, on ne sait pas exactement qui était, quel type d'uniforme, quel type de personnel. Malheureusement, les déportés avaient très peu de connaissances où étaient donc en situation de stress et n'avaient pas donc vraiment loisir de regarder exactement sur l'uniforme. Généralement, les déportés disent c'est la SS qui est venue me chercher. Alors, il s'agissait peut-être de policiers simples, de policiers des affaires judiciaires ou d'autres. Mais vous voyez donc quelles sont les unités qui sont impliquées. Alors, la Waffen-SS, bon, bien sûr, la Waffen-SS est un corps qui est connu. À Radolfzell, nous avons une caserne de la Waffen-SS. Et nous avons également un témoignage de l'époque, deux témoignages de l'époque sur la Waffen-SS. Et donc, c'est tout à fait logique, malheureusement, parce que les Waffen-SS étaient extrêmement disciplinés et qui exécutaient les ordres sans sourciller. On le voit ici à Geilingen, avec les photos que l'on voit ici à gauche. Et on voit que jusqu'à présent, on ne voyait pas de Waffen-SS sur ce type de photographie. Donc c'est un petit peu une contradiction qui nous permet de trouver la solution ici. Et jusqu'à présent, la Waffen-SS n'était pas impliquée, mais là, on voit qu'effectivement, elle était impliquée. Alors ensuite, on peut venir sur des matériels photographiques plus spécifiques où on voit les visages des personnes impliquées dans cette déportation. Alors ces deux photos intéressantes. On reconnaît très facilement les uniformes avec ces participants au crime. Ce sont très clairement deux SS avec les officiers. Nous avons ici deux lieutenants. C'est Scharführer, lieutenant ou adjudant-chef, donc on le voit très bien sur leur uniforme. Par contre, on ne sait pas exactement de quelle unité ils viennent. Cela pourrait être n'importe quel type de SS, ça peut être de la Gestapo, les gestapistes sont généralement en civil, mais aussi du SD. Alors, c'est toujours la question, est-ce qu'il s'agit de la SS, du SD, de la police, de la Gestapo? C'est une question qui nous intéresse quand on regarde exactement qui a fait quoi et qui a organisé quoi et comment. Ça permet d'en savoir plus sur les événements historiques de l'époque. Si on a donc un représentant du SD, eh bien on peut rechercher qui était à l'époque responsable, qui avait le poste de commandement à l'époque. Ça permet d'en savoir plus. Bon, d'une manière générale, la police qui était là pour, entre guillemets, assurer la sécurité, c'était la Gestapo et la police judiciaire portaient des vêtements en civil. Ils travaillaient en civil.
alors que là, nous avons des personnes en Bei uniforme. freiwilligem Beitritt zur Lorsqu'ils SS rejoignaient erhielten sie volontairement la einen SS, les personnels recevaient Polizeidienstwagen un mit grade SS-Rang correspondant und à nur leur den grade de SD police et zugeteilt. Also ils das étaient war affectés au sozusagen in SD, München au als même, Listenstandard donc 30 Jahre grade. Aufwand. Das hieß aber nicht, dass sie da in Berlin arbeiten, sondern das ist Ça veut einfach dire eine qu'ils faisaient Zuordnung. partie de la SD. Spannend wird jetzt Pour folgendes reconnaître Detail. ces An den personnels Unterarm de der la police Uniform trugen judiciaire qui Mitarbeiter s'étaient der joints à la SS, Sicherheitspolizei, eh bien, denen ils avaient SED sur leur bras zugeteilt gauche un war, badge im spécifique, Nachweis un eingefasste badge schwarze spécifique Ärmel lautete blanc-noir, mit den weißen Buchstaben de SD. forme Das losange zeigt avec les Unterschied. lettres SD, avec une photo donc, qui va venir. Wann trugen jetzt Gestapo- und SD-Beamte doch eine Uniform? Parfois, Normalerweise, donc, wenn les sie personnels de la außerhalb des Gestapo et Deutschen de la SD Reichsgebiets portaient im l'uniforme, Einsatz waren. c'était quand ils étaient à Wie kommt man jetzt l'extérieur du uniformierte Reich. Donc, comment ça se Leute fait in que des Lörrach? personnels Das en ist ein uniforme Reichsgebiet. arrivent donc à l'Eurart en uniforme, alors que nous sommes dans Jeder le Mann, der bei Reich? einem Einsatzkommando oder einer Quand vous Einsatzgruppe êtes Dienst membre tat, d'un hat Einsatzkommando, eine Uniform, vous portez un und zwar uniforme die feldgraue avec donc ce SS-Uniform, die fameux SD uniforme drauf. gris Jetzt können wir SS zu den avec le Fotos. badge SD, photographie. Wenn man jetzt genau Vous voyez hinguckt, l'uniforme gris, kann man vous voyez la jetzt auf diesem grade Foto sur le sehen, col et vous wir voyez haben le badge einen, in SD sur la Anführungsstrichen, manche echten gauche. SD-Führer. Il Das s'agit heißt, donc er d'un ist capitaine des SD, c'est pas un gestapiste qui c'est un relais SS, mais c'est un véritable SD et il est membre du Sicherheitsdienst. Ça, c'est un capitaine, donc Hauptsturmführer. Et ce badge SD est sans cordon argenté, sans le cordon argenté, avec également le brassard SD. Il s'agit donc d'un capitaine SD et c'est donc le personnel, le officier au rang le plus élevé de l'Eurart. Alors, d'où est-ce qu'il vient ce type? Moi, j'ai tout d'abord réfléchi. Il s'agit peut-être de voir comment ça se passe exactement. La première hypothèse, c'est il s'agit peut-être de Wilhelm Hahn. Au départ, c'était un gestapiste, mais Wilhelm Hahn était responsable de la Gestapo à l'Eurart, avec également des forces de police de la frontière. Et de juillet 39 à avril 45, il était, donc de 40 à 41, il était donc détaché à Mulhouse, en Alsace, avec le Einsatzkommando. Et quelqu'un qui a donc réussi sa reconversion, parce qu'en 58 et 65, il a travaillé pour les services secrets allemands de la Nouvelle République. C'est peut-être lui, mais quand on regarde différentes photos, on a tendance à y perdre son latin. Donc c'est peut-être Ernst Mayr. Et donc il fallait vraiment regarder de très près, puisque Ernst Mayr, lui, n'avait pas le grade correspondant. Il était lieutenant, il n'était pas encore capitaine à l'époque. Il faut savoir exactement quelle était sa carrière militaire. Et malheureusement, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis obligé de bien connaître les grades de la SS pour m'y retrouver. Donc ce fameux Ernst Mayr, lui, était d'ores et déjà responsable du SD à l'Eurart, mais il était aussi responsable à Mulhouse. Donc sur le plan du commandement, il était tout à fait adapté. Et il avait donc ce logence SD. Sur cette photo, est-ce qu'il a des lunettes? Pas de lunettes, parce qu'effectivement, peut-être qu'il ne portait pas de lunettes à cette époque. Voilà, donc c'est là que ça devient compliqué. Et pour regarder un petit peu plus dans le détail, comment ça se passe, vous voyez à droite une photographie d'un gestapiste avec donc ce fameux losange SD. On voit donc la photo n'est pas facile, mais le plus important, c'est que nous avons cette fameuse ficelle de couleur argentée tout autour. Et la ficelle argentée autour, c'est Gestapo. Donc le gestapoiste versé au service de la SD. Et ça peut être un détail, mais c'est extrêmement important pour mieux connaître donc ces criminels. Et il a donc le fameux brassard Grenzpolizei, police de la frontière. Et donc ça veut dire qu'il était détaché à Mulhouse. Bon,
Après, on peut se poser la question concernant l'implication des différents services. Et pour cela, nous avons retrouvé un certain nombre de documents. Amélie et Christiane ont trouvé cela aux archives de Mulhouse et on voit très exactement le travail transfrontalier de la déportation en 1940. Nous avons donc des unités transfrontalières impliquées là-dedans. Le commissaire responsable de Mulhouse, avant que maire fantoche ait été mis en place, Monsieur Herbold, qui était maire de Singen, se retrouve donc préfet ou commissaire à Mulhouse et il écrit le courrier suivant. Donc c'était la personne en charge des affaires de maintien de l'ordre et il dit donc qu'il s'agit d'une action extrêmement importante et qu'il a besoin donc d'un soutien de la part des équipes de Mulhouse. On ne dit pas par contre de manière très explicite qu'il s'agit de déporter des personnes d'origine juive, mais c'est très clair et très facile à reconnaître qu'il s'agit ici de voir que Scheel va envoyer des Mulhousiens vers le Pays de Bade pour soutenir cette action. Et je trouve que ce type de lettre est extrêmement importante. Et ces lettres, on doit les retrouver dans les différentes archives de différentes communes du Pays de Bade, mais elles sont bien cachées dans ces fameuses boîtes dont on parlait tout à l'heure, les boîtes qui sont bien fermées tout au fond de la cave. Ces courriers doivent exister et c'est très intéressant de les retrouver. Je tiens à préciser que la ville de Mulhouse joue un rôle extrêmement important pour cette action de déportation. Tous les trains, les 7 trains, se sont arrêtés à Mulhouse, puisque c'est là qu'effectivement il y a eu une cantine qui était organisée pour ces malheureux déportés, par exemple. On sait également que la direction de la police de Fribourg, dans son journal, écrit que le responsable du SD, c'était peut-être le responsable adjoint de la SD, est arrivé à Fribourg le jour de la déportation pour avoir un entretien avec le directeur de la police. Ma question, pourquoi est-ce qu'un responsable SD vient de Mulhouse à Fribourg? Ça n'a pas de sens pour moi. Et c'est certainement parce qu'il voulait préparer la déportation. Sachant que le responsable de la police de Fribourg, il était également le directeur de la police de Mulhouse, puisque Mulhouse avait été rattaché au cercle policier de Fribourg. On voit donc l'extrême interpénétration des services policiers de Fribourg et de Mulhouse. Concernant cet Einsatzkommando 3 et les bataillons de police en Pays de Bade et en Alsace, nous avons un rapport qui date de 1940, un rapport qui a été rédigé par un commandant de la Police SS de Stuttgart, et je cite: concernant les affaires policières, une action spéciale a été menée le 22 et 23 octobre à laquelle ont participé les bataillons de police. Action spéciale, de police 53, Mulhouse, et 74 de Strasbourg avec véhicules et personnel. L'action spéciale menée du 23 octobre s'est déroulée sans incident. Par contre, il n'y a aucune explication. C'était quoi cette action spéciale? Qui? Quoi? Comment? Combien de personnes? Et quand je suis historien, bien entendu, on peut se dire qu'il s'agit d'une action secrète et qu'il y a eu certainement en Alsace également une action de déportation spécifiquement dans le Pays de Bade. On retrouve un courrier d'un sergent qui écrit à sa famille et qui dit « Ma chère famille, je suis en mission du lundi au jeudi ». Alors ça n'a l'air de rien, mais justement, quand on replace dans le contexte, eh bien, on voit qu'il a participé à cette action de déportation. Puisqu'il était à Baden-Baden, il s'est retrouvé détaché pour le service, pour cette action de déportation dans une autre ville. Et vous voyez qu'il y a vraiment une concordance des événements. Bon, une question qui se pose, c'est est-ce que les personnels avaient la possibilité d'accepter ou de refuser de participer à cette action? Est-ce que j'avais le droit ou la possibilité de refuser? J'ai un seul cas, un officier de police judiciaire qui s'appelait Fritz Schaffner. Monsieur Fritz Schaffner a informé une famille juive
Et il avait donc monté un dossier bidon disant que cette famille était, sur le plan médical, non transportable. Et ça a permis à cette famille de survivre pour raison faussement médicale. Mais dans ce cas-là, on a réussi à sauver cette famille. Après, on entend ici et là des histoires des gens qui disent qu'apparemment les gens avaient été informés 3 semaines à l'avance. Ça me semble peu plausible parce que c'était une action secrète. Et malheureusement, effectivement, seule cette famille a pu être sauvée, d'après les informations que nous avons. Nous avons également une information de Mannheim, c'est-à-dire que peut-être 1 ou 2 jours avant, cette information concernant cette action secrète aura pu être diffusée. J'ai pratiquement terminé, je vois que j'ai dépassé mon temps de parole. Comme je l'ai dit, cela fait de nombreuses années que je travaille sur l'aspect donc des forces de police, Gestapo et SS dans la région. Et j'ai pu constater que jamais nous avons des affaires de dénazification suite à la déportation à Gurs. Jamais, dans les dossiers que j'ai pu lire, aucun ancien nazi, aucun ancien SS n'a été questionné sur la déportation de Gurs. Par contre, sur les incendies de synagogues en 1938, là oui, ça a été reconnu par acte criminel. Par contre, l'action d'octobre de 1940, c'était quelque chose d'absolument, entre guillemets, excusez-moi du mot, tout à fait normal pour l'époque. En résumé, en ce qui concerne la recherche des auteurs à l'époque, l'analyse des photos existantes, on peut, en regardant de plus près les archives, trouver un certain nombre d'éléments supplémentaires. Je vous ai montré comment ça se passe au niveau des uniformes, des insignes de corps, etc. Ça permet vraiment d'en savoir plus. Et si on regarde de plus près, l'un ou l'autre de ces groupes, que ce soit la SS, la ST, la police judiciaire, il y a certainement la possibilité de trouver de nouveaux éléments. Jusqu'à présent, les recherches sont assez lacunaires à ce sujet. Très souvent, ce sont des choses que l'on essaie d'oublier ou de faire oublier. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup d'éléments à rechercher. Et donc, la quintessence de tout cela, c'est qu'on retrouve donc une interpénétration très forte entre les forces de police Bade et Alsace. On voit qu'il y a vraiment une coordination entre le pays de Bade et l'Alsace. Et bien entendu, ce fameux Robert Wagner, à l'époque, et toute son équipe administrative en Alsace, était malheureusement extrêmement, excusez-moi du terme, expérimenté dans la déportation des familles juives et que ça lui a permis donc de mener à bien une opération logistique malheureusement sans faille avec une déportation qui est pratiquement passée sous les radars avec 5600 personnes envoyées vers le camp de Gurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci pour cette présentation qui présente bien ce qu'on peut voir dans les détails des photos. Là, j'ai bien pris des notes. C'était vraiment très impressionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Heiko, j'ai juste une question de compréhension. Dans le contexte Gestapo, SS et ST, je suis un peu perturbée. Est-ce que tu peux encore dire 2-3 phrases? Alors, il faut bien vous dire que la SS, c'est un organe du parti NSDAP, avec le SD qui est le service de sécurité de la SS. Par contre, d'un autre côté, vous avez les services de police, avec la police judiciaire et la Gestapo. Ça dépend du ministère de l'Intérieur. Par contre, en 1936, M. Heinrich Himmler, qui était responsable de la police allemande, a essayé de regrouper toutes ces forces et a
essayé donc de mise en place ce qu'on appelait l'Office central de la sécurité du Reich en 1939 pour regrouper toutes les forces de la Kripo, de la Gestapo, du ST, de la police judiciaire, pour regrouper toutes ces personnes, pour les regrouper au sein de l'Office central de la police et de la sécurité. Est-ce que ça répond à ta question? Und diese Begrifflichkeit Hörer, SS und Polizeiführer, das geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Oui, parce que en fait, vous avez, d'une part, vous avez l'organisation politique qui dépend du NSDAP, et d'autre part, vous avez les policiers qui, normalement, sont indépendants. Mais quand vous avez un regroupement des deux, eh bien, c'est le cas même d'un État autoritaire, bien sûr. Bon, tous ces organigrammes sont très compliqués, puisque en fonction des différents responsables, SS, Gestapo, ils étaient en fait sous les ordres de ce Robert Wagner. Et en fait, c'est assez facile de se rejeter la responsabilité, de dire oui, c'est pas moi qui ai donné les ordres, c'est lui qui m'a donné. C'est assez facile de repasser la patate chaude, entre guillemets. Et ensuite, il y avait une question de grade, bien sûr, mais il y avait surtout une question d'entre-gens. C'est-à-dire, si vous aviez un responsable, un Gauleiter qui avait, entre guillemets, une grande gueule, eh bien, il avait la possibilité de prendre l'ascendant sur la Gestapo. Dans d'autres régions, c'était le contraire. C'était la Gestapo qui faisait un peu ce qu'il voulait parce que le Gauleiter n'était pas suffisamment présent. Et on est relativement sûr que Gustav Adolf Schill, en Alsace, c'était vraiment le numéro 2, juste derrière Wagner. Et Wagner était vraiment donc la personne qui contrôlait tout.